Bonjour. Il est difficile, au lendemain de l'élection présidentielle et à la veille des législatives, de laisser de côté la constitution du gouvernement après la nomination d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Sans entrer dans les détails, car ce sont plutôt les libertés que prend la gauche avec les principes fondamentaux qui régissent la démocratie que je veux traiter ici, sans entrer dans les détails donc, un mot concernant Macron et les siens. Il faudra, pour ce second quinquennat, aller plus vite et taper plus fort, avait indiqué en substance le président candidat. Eh bien, pour les postes clés, les plus déterminés sont à l'appel. Alexis Collère, le président bis, demeure bien sûr secrétaire général de l'Élysée. Chouchou et ami personnel de Macron, il doit à celui-ci d'être passé entre les mailles du filet pour une affaire de conflit d'intérêts et de prise illégale d'intérêts sur laquelle enquêtait le parquet national financier. Avant que Macron ne mette le holà à la curiosité des juges. Gérald Darmanin demeure au ministère de l'Intérieur et donc garde les leviers de la répression. Éric Dupond-Moretti veille sur l'opportunité des poursuites judiciaires, poste clé pour protéger les amis et poursuivre les mécontents, les manifestants notamment. Bruno Le Maire mettra en musique la politique économique, monétaire et sociale de Macron, veillera sur nos retraites, sur l'assurance chômage et sur quelques privatisations bien juteuses. Enfin, n'étant jamais mieux servi que par soi-même, eh bien le patron lui-même garde la main sur la politique européenne, histoire de réduire toujours plus la souveraineté nationale et la place de la France, ramenée au rang de province touristique de l'Union européenne. Sans entrer dans les détails toujours, nous pouvons remarquer la présence d'une flopée d'inconnus ou de potiches, c'est au choix, qui, précisément parce qu'ils sont inconnus, ont pour fonction de donner le change, l'illusion d'un renouvellement qui ressemble plus à l'exhibition des fonds de tiroir. Et puis, la petite surprise qui a toute son importance, eh bien, c'est d'abord la nomination à la culture de Rima Abdul Malak, une franco-libanaise qui a fait ses armes à la mairie de Paris du temps de Bertrand Delanoë, et la nomination au ministère de l'Éducation nationale de Pape Ndiaye, spécialiste de l'histoire américaine, qui dirigeait jusque-là le musée de l'histoire de l'immigration. Ces deux nouveaux ministres pourraient être mis en avant comme preuve vivante de la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. À peine nommés, les réactions ont été dans le monde politique pratiquement unanimes. Au gouvernement d'abord, c'est la nouvelle patronne, Elisabeth Borne, qui prend en charge le service après-vente. Pape Ndiaye est là car il partage avec Jean-Michel Blanquer l'objectif d'offrir à nos enfants l'excellence et l'égalité des chances. Il incarne cela, dit-elle, avant de préciser, comme s'il était légitime d'en douter, eh bien c'est un républicain très engagé qui croit aux valeurs de la République. Bien. À gauche, j'ai pu constater que le seul fait de poser quelques questions sur ce nouveau ministre de l'Éducation nationale, son orientation, ses points de repère, conduisait à une descente aux enfers. Il est visiblement interdit de s'interroger. Reprenons. Les organisations syndicales d'abord. On savait qu'elles avaient, au nom de l'anti-lepénisme, appelé à voter Macron. Eh bien les voilà se félicitant maintenant de la nomination du nouveau patron de la rue de Grenelle. Le SNES-FSU, principal syndicat enseignant du second degré, se réjouit, estimant, je cite, que la nomination de Pape Ndiaye est une rupture avec Jean-Michel Blanquer, à plus d'un titre. Et le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale affirme, je cite toujours, que le recours à Pape Ndiaye peut rendre peut-être optimiste. N'en jetez plus. Tiens, si encore un peu, concernant justement le parcours de l'intéressé. C'est bien d'aller chercher un pédagogue au moment où il y a un mal-être chez les enseignants, analyse l'historien Pascal Blanchard, spécialiste de la colonisation, oubliant d'ailleurs que l'école n'est pas malade de pédagogie, mais de formation, de contenu, de programme et éventuellement de salaire. Et le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, de conclure « C'est un beau symbole ». Ne manquait à tout cela que la voix du politique de gauche. Rien ne change à part Pape Ndiaye, souligne Sandrine Rousseau, pour donner un bon point à ce nouveau gouvernement. Il est potentiellement une rupture avec M. Blanquer, félicite Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait déblanquériser l'éducation nationale, abonde son collègue Alexis Corbière. Et enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon en personne, qui participe à l'éloge. Je salue la nomination de Pape Ndiaye, un grand intellectuel, lâche-t-il, avant d'applaudir l'audace de Macron qui a décidé de cette nomination. Je me suis étonné quelques jours avant de faire cette vidéo sur la signification de ces réactions unanimes, notamment sur les raisons pour lesquelles un responsable comme Mélenchon saluait l'audace de cette nomination. Car Pape Ndiaye est porteur d'une politique et sa promotion, plus qu'audacieuse, est plutôt inquiétante, voire très inquiétante. Sur le plan purement éducatif, il aura la responsabilité de mettre en œuvre l'orientation définie par Macron lors d'un déplacement à Marseille avant les élections, la transformation de l'école en entreprise en développant l'autonomie,
le pouvoir des chefs d'établissement pour les programmes, mais aussi pour le recrutement et donc pour le licenciement des personnels. À terme, c'est la destruction de l'éducation nationale qui est en jeu. Mais sur le plan plus général, Pape Diaye, qu'on nous présente comme un intellectuel de haut vol, a des positions bien tranchées. En 2017, il considère que la France est sujette à un racisme structurel. Il lui est arrivé de soutenir des groupes dits de non-mixité, constitués notamment par le syndicat Sud Éducation, qui, en d'autres termes, signifie groupe interdit aux Blancs, auquel il a participé personnellement aux côtés de militants indigénistes, cela pour libérer la parole des minorités dites racisées. Il compare la situation des violences policières racistes en France à celle qui a été mise à jour avec l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Cela malgré les chiffres qui sonnent comme un démenti formel. Durant l'année 2021 aux USA, il y a eu en effet 1055 morts dus à la police contre 14 en France. Continuons. Il indique concernant Assa Traoré, au fond, quand on la lit, quand on l'écoute, son discours est rassembleur. Rassembleur, l'affirmation selon laquelle les hommes noirs et arabes ne sont pas en sécurité en France. Il appuie ainsi les propos qui disqualifient l'homme blanc et victimisent les minorités. Sur le même créneau, il déplore que les Noirs en France sont individuellement visibles, mais ils sont invisibles en tant que groupe social. Continuons toujours. Il est partisan de la réhabilitation de la notion de race, s'inquiétant du républicanisme qui serait méfiant à l'égard des différences. Cette faiblesse de la République s'expliquerait, selon lui, par l'histoire du XXe siècle, l'histoire de la colonisation, de la Seconde Guerre mondiale, et par l'influence du marxisme, d'une manière de penser les inégalités d'abord par le prisme de la classe sociale. Eh bien, nous y voilà. Le terreau de Pape Diaye, au nom de la défense des minorités, est la remise en cause de l'affrontement de classes, de la lutte des classes, du marxisme, qui du coup deviendrait responsable de la souffrance des minorités. Ce qui compte donc, ce n'est pas la condition sociale, le fait qu'un noir soit exploité comme travailleur au même titre qu'un blanc, non, mais qu'un noir est noir, qu'il soit exploité ou exploiteur. Cette théorie nous vient des États-Unis. Aux classes sociales, elles préfèrent les minorités, à la lutte des classes, la lutte des races. Le terme woke qui caractérise ce courant a d'abord été réservé aux questions raciales, puis a été utilisé comme terme fourre-tout pour décrire les idées centrées sur la défense des droits de groupes minoritaires, sur les questions relatives aux femmes, aux LGBTQ++++, lesbiennes, gays, bi, trans, ainsi que la question climatique, chacune de ces questions prises en soi, juxtaposées les unes aux autres. Ainsi, cette idéologie est structurée par les questions identitaires liées à la race, mais aussi au genre, ou encore à l'orientation sexuelle, et se trouve en opposition conceptuelle avec l'universalisme hérité des Lumières. C'est ainsi qu'à gauche, un militantisme radical s'est développé autour de dogmes tels le privilège blanc, ou encore le racisme systémique, ou la culture du viol, ou la masculinité toxique, celui qui coche toutes les cases du mal, et donc, dans cette théorie, le blanc de plus de 50 ans qui puisse est hétérosexuel. Nous sommes donc un certain nombre à nous sentir mal barrés. Quelle était donc l'audace d'Emmanuel Macron que Jean-Luc Mélenchon se sentait obligé de féliciter dans cette nomination? N'aurait-il pas été plus juste, politiquement, de s'inquiéter du profil du principal intéressé? À moins que sur le fond, Pape Diaye ne réalise une synthèse à peu près parfaite entre la gauche de gauche qui se veut antiraciste et antifasciste et le macronisme qui réalise dans cette nomination un assez bon coup à visée électorale. Car regardons quelques événements de plus près qui illustrent les libertés que prend la France insoumise avec les principes auxquels il est impossible, en toute logique, de déroger. Le wokisme avoué ou camouflé est lourd de conséquences dans les investitures aux élections législatives. On apprend par exemple que Tara Bouaf est investi à Vénissieux par la France insoumise. Tara Bouaf est un militant qui, à l'instar du nouveau ministre de l'Éducation nationale, fustige le terme d'islamo-gauchisme. Il reprend à son compte l'orientation des islamistes, déclarant notamment 4 ans après l'attentat qui a coûté la mort au journaliste, dessinateur et chroniqueur de Charlie, je cite, « Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation, cessons de commenter leur une dégueulasse et ils cesseront d'être. » Il fustige, je cite toujours, une pute blanche qui se compare à une femme afro-américaine des années 50 en récupérant une citation de Rosa Parks à son nom. Bref, Tara Bouaf coche les cases de l'islamisme politique. Et c'est en connaissance de cause qu'il se retrouve investi par la France insoumise jusqu'à son retrait quelques jours plus tard. Et alors que Jean-Luc Mélenchon et les leaders de la France insoumise n'avaient rien à redire sur ses positions politiques, il est recalé par ceux-là même qu'il avait investi après qu'une femme l'ait accusé de harcèlement. La parole des femmes est prioritaire et c'est elle qu'on croit d'abord, déclare alors le leader de la France insoumise, qui annonce qu'une enquête interne est lancée. On aura compris que je n'ai aucune sympathie pour les positions politiques de Bouaf,
Mais cela justifie-t-il qu'on puisse jouer de la sorte des principes qui fondent notre démocratie? Et parmi ces principes, il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est bafouée, le mode actuel lui a substitué la présomption de culpabilité. Et la France insoumise lance une enquête interne, comme l'Église catholique. Lorsqu'une affaire de viol met en cause un de ses membres, comment donc les militants de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, ne se rendent-ils pas compte qu'il y a là un déni de justice? Normalement, une plainte est déposée auprès des services de police qui doivent enquêter et transmettre s'il y a lieu à la justice. Et c'est à elle de trancher. S'il y a des dysfonctionnements, et c'est là le terrain sur lequel il est légitime d'agir. Mais pas de se substituer à ce processus sur la base d'une déclaration en prenant en grande satisfaction de groupes de pression tels MeToo des mesures de rétorsion à l'encontre d'un présumé innocent. À vouloir privilégier la parole des femmes et des victimes en général, on peut réintroduire le lynchage en place publique et jeter la présomption d'innocence aux orties. C'est la démocratie, ses règles, son fonctionnement qui sont ainsi en cause. Et c'est bien dans la foulée du wokisme que cela s'inscrit. Ce wokisme incarné par Pape Ndiaye au gouvernement est largement partagé à gauche. Alors pourquoi avoir salué l'audace macronienne dans cette nomination? Parce que le nouveau ministre est noir de peau, ou presque? Peut-être. Ou parce qu'il a fait ses preuves de position wokiste, racialiste ou communautariste, des positions qui s'en rapprochent? Peut-être aussi. Il serait bon d'entendre la gauche parler d'elle-même franchement à ce sujet. D'autant que les événements se suivent et se ressemblent. À peine nommé, le ministre Damien Abad est mis en cause par 2 femmes pour viol. Je précise que tout le monde aura compris que je n'ai strictement aucune sympathie pour la politique de M. Abad, transfuge des Républicains à la République en marche. Bref, mais les principes ne peuvent dépendre de notre sympathie ou pas. Ils sont par définition faits pour être respectés en toutes circonstances, quelle qu'en soit la personne mise en cause. M. Abad, donc, conteste les accusations de viol, arguant d'un handicap physique pour se dégager de ce guêpier. La justice n'a pas tranché. Eh bien, la France insoumise, si. Jean-Luc Mélenchon en profite pour rappeler, nous croyons d'abord, la parole des femmes. Bon. Et le député insoumis Alexis Corbière de préciser qu'Abad doit démissionner au nom de la parole des femmes parce que mise en cause de manière sérieuse. Bref, une mise en cause vaut donc condamnation. Corbière a beau proclamer qu'il est très attaché à la présomption d'innocence, l'usage qu'il en fait est pour le moins inquiétant. Et dans la foulée de la France insoumise, eh bien c'est le porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, qui affirme que le gouvernement se tient aux côtés de celles qui accusent. On voit bien derrière tout cela une volonté électoraliste à destination des femmes, réduites par les politiques qui convoitent leur suffrage au rang d'objets sexuels menacés. Mais il y a plus, cette tendance à s'aligner sur les groupes de pression, les minorités, ici les femmes violées, communautarise la société et le débat public. Éric Coquerel appelle à un pique-nique halal, vegan à Saint-Denis, où il est député sortant et vise un second mandat. Évidemment, il vise les voix de citoyens de confession musulmane et la minorité végane. Le résultat est simple. Le travailleur français qui se nourrit de viande mais refuse le rite religieux du halal, la souffrance de la bête égorgée vivante, la tête tournée vers la Mecque par un musulman habilité invoquant le nom d'Allah, car c'est ça le halal. Eh bien, ce travailleur pourra aller pique-niquer ailleurs. Les exemples abondent, sans même parler des piscines et des décisions prises à Grenoble par le maire vert Éric Piolle, cassé par la justice depuis, autorisant le burkini et invoquant une simple question vestimentaire, là où il s'agit d'un signe de pression politique des islamistes radicaux. Déjà en 2020, lors de la nomination de Jean Castex en remplacement d'Édouard Philippe par Macron, Daniel Obono, député insoumise, le qualifiait en usant de l'écriture inclusive à la mode, je cite, « d'homme blanc de droite bien techno et gros cumulard ». Homme blanc, cela devait avoir de l'importance pour la députée insoumise. Le wokisme est décidément bien installé à la France insoumise. Le wokisme et le racialisme ne sont décidément pas le privilège de Pape Ndiaye. Et si là se trouvait tout bêtement l'explication des félicitations de Mélenchon à Macron pour son audace. Bon, je sais que tout cela m'attirera sans doute de la part d'une infime minorité, injures, mise au banc, descente aux enfers. Oui, mais qu'importe. Je reprends avec plaisir à mon compte la parole de Jean Jaurès, que je vous invite à partager. Le courage, disait-il dès 1903, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube où plus d'une trentaine de sujets vous attendent. Vous pouvez également vous rendre sur le site La Sociale où avec quelques amis nous publions articles, éditos, analyses ou encore dossiers. Je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant quelque part sur l'écran. Vous abonner pour être informé directement des nouveautés.
vous abonner aussi en signe d'encouragement. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée, quelque part sur l'écran ici. Enfin, je vous rappelle la sortie de mon dernier livre, La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer. Il est malheureusement d'une brûlante actualité. Je vous invite à le lire, à le discuter. Et puis à commander le numéro 2 de la revue que nous sortons avec quelques amis, Socialisme, les temps nouveaux. Aussi, je vous invite là aussi à discuter, à engager la discussion nécessaire pour avancer dans l'avenir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.